Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Je vais pas aller mes questions. Attendez. Ok, c'est bon, j'ai mes questions. Du coup, comment ça va vous aujourd'hui? Moi, ça va super, ça va super. Je reprends les podcasts vidéo. Vous écoutez peut-être sur Spotify ou je sais pas quoi. Vous aurez la vidéo en tout cas dispo sur Spotify. Et je vais aussi commencer à uploader sur YouTube. Pour que vous voyez ma trombine quand je vous parle et j'espère que ça va aider à rendre les choses un petit peu plus vivantes si vous aimez bien avoir l'impression qu'on est en train de discuter et si vous aimez bien me voir parler. Déjà vous aimez bien m'écouter parler, ce que je suis extrêmement reconnaissante. D'ailleurs, je viens juste avant de lancer l'enregistrement, j'étais sur donc Spotify pour les créateurs. Et j'ai vu mon Wrapped de cette année ça m'a fait trop chaud au cœur. En fait, j'ai vu que mon podcast avait grossi de 86% et tout ça, et qu'il y avait une dizaine de personnes pour qui j'étais le podcast numéro 1, et je me disais oh là là, c'est un truc de fou. Donc je suis super contente, super touchée. J'ai pas évidemment des chiffres qui se comptent en millions ou quoi, ni même si en milliers quand même maintenant, mais quand même, je me dis j'arrive à toucher quand même pas mal de gens, et j'arrive à avoir une influence, j'espère, positive sur quelques personnes, et ça me fait trop plaisir. Donc voilà, merci beaucoup à vous, et continuez à partager avec vos proches, et à me dire aussi ce que vous pensez, à m'envoyer vos questions, et voir ce dont vous avez envie que je parle. Donc, on va passer aux questions. Et aujourd'hui, on va parler de trucs cool, comme d'habitude. On va parler de procrastination, et on va parler de souffrance, de rancœur par rapport à nos attentes des autres. Donc, ça va être super intéressant. Alors, la première question que j'ai, c'est procrastination. Donc, le mot n'a pas été lâché d'ailleurs dans la question, et j'ai trouvé ça intéressant. Donc, je lis la question. I struggle with le syndrome de la dernière minute. Dans mon travail, j'ai tendance à travailler jusqu'au dernier moment pour finir mes articles, les présentations, dossiers de candidature, etc. C'est un peu un mélange de désorganisation. Je fais les choses un peu trop tard par rapport au temps que ça me prend. Du coup, je suis obligée de mettre les bouchées triples les derniers jours approchant la deadline. De perfectionnisme et, on va pas se mentir, d'emploi du temps un peu chargé et ambitieux. Avec le temps, j'apprends un peu à mieux anticiper ou à vivre avec ça sans trop stresser. Mais des fois, je me dis, waouh, ça doit être tellement plus reposant de pas finir à la dernière minute. Pourquoi j'ai l'impression d'être incapable de finir les choses en avance? Des idées pour ne pas se retrouver à finir des choses importantes en catastrophe et à se motiver à anticiper. Alors, du coup, effectivement, moi, j'ai lu ça et je me suis dit, c'est marrant, elle a pas dit procrastination, elle a pas parlé de ça, alors que c'est vraiment un terme qu'on voit partout et qui est très discuté, et avec lequel je pense beaucoup de gens s'identifient. Et il n'a pas été prononcé du tout dans la question, alors que tu parles de perfectionnisme, d'emploi du temps un peu trop chargé, ambitieux, de désorganisation. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de procrastination derrière ça. Et ça m'a fait déjà penser à ça, mais je vais y revenir. Et puis ça m'a fait penser aussi à la loi de Parkinson. Alors, ça c'est rien à voir avec la maladie. Mais je suis même pas sûre que ce soit le nom maintenant que j'y pense, mais dans ma tête, c'est la Parkinson's Law, donc on va dire que c'est ça. Mais en gros, ça dit que le temps nécessaire pour faire une tâche s'étire en fonction du temps qu'on a pour la faire. Dans le sens où, si on a 30 minutes pour faire une tâche, on va prendre 30 minutes pour la faire. La même tâche, si on a 3 jours pour la faire, on va prendre 3 jours pour la faire. Donc c'est pour ça que j'aime bien me mettre, en tout cas en tant qu'indépendante et en tant que freelance, qui a pas de boss pour me donner des deadlines. Je me donne toujours des deadlines, et je les mets aussi souvent, en tout cas quand j'ai quelque chose que je veux vraiment faire et que je sais que je vais avoir tendance à traîner la patte peut-être, je me mets une deadline assez courte, en fait, plus courte que ce que j'aimerais, plus courte que ce qui serait confortable, parce que je me dis,
Si je me donne toute une journée pour faire ça, je vais vraiment prendre toute une journée. Et si je me mets que 2 heures pour faire ça, bah voilà, en 2 heures, en 2 heures, je vais le faire, je vais y arriver. Et ce sera peut-être pas parfait, mais fait, c'est mieux que parfait. Et surtout, si je me donne un peu trop de temps ou si je me donne une deadline, ouais, un peu généreuse, ouais, je vais perdre beaucoup de temps au final. Donc, je préfère faire quelque chose qui ne soit pas parfait, mais qui me pompe pas 8 heures quand ça pourrait m'en pomper que 2, en fait. Et c'est quelque chose, si vous commencez à faire attention à ça, vous allez le voir pas mal, que qui s'avère vraiment au quotidien incroyablement vrai, en fait, qui est, si vous vous donnez trop de temps pour faire quelque chose, vous allez vraiment prendre tout ce temps-là. Et d'ailleurs, je le vois, d'ailleurs, enfin, dans mon planning à moi, je sais que si j'ai une journée qui est hyper chargée avec plein de rendez-vous et tout ça et que j'ai quand même plein de choses à faire, je vais être vachement plus productive qu'une journée, bah, un peu comme aujourd'hui où j'avais juste un call dans l'après-midi et tout le reste du temps, je peux faire un peu tout ce que je veux. Bah, je vais me donner des tâches à faire. Donc là, aujourd'hui, je m'étais donné ma newsletter et mon podcast à faire. Et par rapport à une journée d'hier où j'avais 2 cours, enfin plein de cours, plein d'appels, plein de trucs à faire à droite à gauche, bah, je suis vachement moins productive parce que je me dis oh j'ai le temps, c'est bon, je peux traîner un peu, enfin je peux faire ça bien ou je peux et finalement en fait le temps passe et je le vois pas passer. Bref, je m'étale et je pars sur des tangentes, mais un truc à garder en tête, ça, la loi de Parkinson, le fait de se donner des deadlines un petit peu plus ric-rac, ça peut déjà t'aider à faire les choses en moins de temps. Et donc le deuxième point qui est intéressant aussi avec les deadlines, avec les échéances, c'est que ça te crée une pression psychologique qui t'incite du coup à agir, à augmenter, et à agir au moment de la deadline. Donc ça va te donner un petit boost d'adrénaline à l'approche de cette deadline qui va te permettre d'agir. Et par rapport à la procrastination, du coup, et à ça, il y a 2 types, on parle de 2 types de procrastination en général. On considère qu'il y a 2 types de procrastination. Une procrastination qui est active, où on utilise la pression de cette échéance pour se motiver. Et du coup, bah voilà, quand on approche de la deadline, on met les bouchées triples, tout ça, comme tu dis, parce qu'on a cette peur un peu on a cette peur de rater la deadline, et puis on est aussi perfectionniste, donc on veut faire les choses bien, donc on va devoir, voilà, bosser beaucoup à l'approche de la deadline. Et pourquoi on ne bosse pas autant avant? Bah souvent la tâche en question, elle suscite un certain inconfort, en fait. On y va un petit peu à reculons, un peu à reculons, on manque un peu de motivation. Et je vais expliquer pourquoi, chez quel genre de personne ça peut se retrouver, ça se retrouve particulièrement. Et du coup, on va repousser cet inconfort avec la procrastination, avec voilà, on fait d'autres choses en attendant. Et plus la deadline approche, plus ça nous motive à agir. Mais il peut aussi y avoir une procrastination qui est plus passive, où là, on est complètement paralysé par rapport à la tâche, en fait. On a une sorte de réaction instinctive de survie, de fight or flight, et même plutôt de freeze dans ce cas-là. On se fige parce que cette tâche, elle est si inconfortable que on est bloqué, on n'arrive pas du tout à la faire. Et cette adrénaline qu'on a à l'approche de la deadline, donc ça peut même nous créer, dans le cas de la procrastination active, une sensation un peu d'euphorie qui peut devenir un peu addictive, dans le sens où voilà, c'est dans les derniers moments, on va mettre les bouchées tripes, puis on va réussir pile avant la deadline, on va envoyer notre truc, et on va se dire ah j'ai réussi, je l'ai fait, et tout ça, je suis trop fort. Et cette adrénaline, elle a un côté addictif en fait, et ce qui fait que ça va nous pousser un peu à continuer ce comportement. Et à la prochaine deadline, refaire un peu la même chose aussi en se disant ah, j'ai réussi la dernière fois, donc c'est bon, ça va passer. Et on recherche aussi un petit peu ce rush du dernier moment. Bon,
Le problème, c'est que ça peut, à terme, comme ça nous plonge dans le stress quand même et dans l'anxiété avant d'arriver à cette euphorie, ça peut se transformer un peu en procrastination passive et donc nous empêcher d'agir complètement parce qu'on est tout le temps dans le stress, quoi. Et comme je disais, il y a certaines personnes qui vont avoir plus tendance à la procrastination. C'est des gens qui vont souffrir de pas mal d'anxiété, d'autocritique, de perfectionnisme. Et parce que c'est souvent des gens qui ont de grandes attentes envers eux-mêmes. Et je dis ça comme si j'étais pas concernée, mais c'est complètement mon profil en tout cas. Parce que comme on a de grandes attentes envers nous-mêmes, comme on est perfectionniste, tout ça, bah, on a davantage peur de l'échec. Et donc on a plus d'inconfort face à des tâches qu'on juge difficiles ou qui nous challenge un peu et voilà. Et du coup, on va avoir davantage tendance à les éviter, à repousser et à aller jusqu'à cette deadline et à moins anticiper. Donc voilà. Donc il y a des stratégies pour surmonter ça. Il y a plusieurs stratégies. Bah, par exemple, tout ce qui peut être fait, j'en ai déjà parlé, tout ce qui peut être fait en moins de 2 minutes, on va le faire immédiatement. Donc bah, dans le travail, c'est un peu plus compliqué d'avoir des tâches en 2 minutes, mais ça se trouve aussi de temps en temps. Donc si on voit des petites choses qu'on peut faire, ça nous débloque un peu en fait le fait de se dire ok, juste ça va me prendre que 2 minutes. On peut mettre jusqu'à 5 minutes. Ça va me prendre 5 minutes. Je le fais tout de suite. Des petites tâches comme ça au quotidien qui vont nous débloquer en fait. Ne serait-ce que si on procrastine par rapport à la paperasse par exemple, bon bah je vais juste écrire l'adresse sur une enveloppe de ce courrier que je dois faire, ou je vais juste écrire l'introduction, ou je vais juste ranger mes papiers et classer par type de choses que je dois faire. C'est des exemples comme ça qui me viennent en tête spontanément, mais j'en avais parlé il me semble dans le cadre du ménage, quand on galère un petit peu à faire le ménage chez soi, on peut se dire ok, ça va me prendre moins de 5 minutes de débarrasser ce meuble-là ou de faire la vaisselle ou ceci. Donc on se lance comme ça avec des tâches qui font un petit peu moins peur. Et attendez, parce que je remarque que ma batterie est en train de mourir, c'est pas grave. Une autre stratégie similaire, c'est du coup débuter une tâche pendant un temps limité. Donc par exemple, souvent en fait ce qui nous empêche de commencer une tâche ou de se plonger dans un truc, c'est de se dire ça va me prendre des heures, ça va être voilà, overwhelming, je peux pas faire ça, enfin voilà, je peux pas me lancer là-dedans, c'est trop inconfortable, ça me fait peur et ça va me prendre des plombes. Et du coup, on s'est dit, bon, ok, je vais mettre un minuteur et je vais le faire pendant 15 minutes. Après les 15 minutes, c'est bon, je passe à autre chose, mais j'aurai au moins fait ces 15 minutes. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que on met ce minuteur, on commence, on fait ces 15 minutes, effectivement, qui nous paraissent du coup beaucoup plus abordables que de se lancer dans la tâche complète. Et puis, au bout des 15 minutes, on est un peu dans le flow et puis on continue. Et surtout, on n'a plus cette peur, cette anxiété écrasante du début, enfin, même pas du début, avant d'avoir commencé. Après, réalistiquement, peu probable d'arriver à se débarrasser complètement de ces tendances procrastinatrices. Donc, c'est bien de commencer déjà par les reconnaître quand elles se manifestent. On peut se demander ce qu'on évite vraiment. Quel est l'inconfort en question? Si c'est la peur de l'échec, on peut essayer d'adopter un growth mindset, donc un état d'esprit de croissance. C'est-à-dire on va se concentrer davantage sur le processus que sur le résultat. Donc par exemple, plus tôt cette semaine, j'ai procrastiné mes devoirs d'allemand parce que bordel, c'est difficile, parce que je me sens nulle et que j'aime pas ça. Et une fois que j'en ai pris conscience, une fois que je me suis dit ok, en fait, je m'étais assise devant mon laptop et je me disais il faut que je fasse mes exercices d'allemand parce que j'ai mon cours tout à l'heure. Et le fait
d'arriver à mon cours en disant à la prof, j'ai pas fait mes devoirs, c'est inconcevable pour moi. Je suis trop une bonne élève pour ça. Donc, je me suis dit, oui, il faut que je le fasse, mais j'ai vraiment pas envie. Et puis, je commençais à trouver, il faut que je réponde à telle personne, il faut que je fasse ci, voilà. Et je procrastinais. Et une fois que j'en ai pris conscience, je me suis dit, ok, il y a une raison pour laquelle je veux apprendre l'allemand. Il y a une raison pour laquelle voilà, je veux prendre l'allemand. Donc, je me rappelle, je me remémore l'objectif, en fait, et le pourquoi cette tâche doit être faite. Et le poids émotionnel derrière ça aussi. On peut se dire, ok, je vis en Allemagne depuis 14 ans, je ne sais toujours pas parler allemand couramment, ça me pose des problèmes au quotidien, j'ai honte à chaque fois. Donc je me rappelle un petit peu de pourquoi je veux faire ça. Et ces devoirs, même si je galère et que j'écris 3 lignes au lieu de l'essai qu'elle m'avait demandé de faire, ben ça va quand même m'aider à m'approcher de mon but. Donc il suffit juste que je fasse ce genre d'exercice régulièrement et je m'améliorerai. C'est inévitable en fait. Tant que j'ai ce système en place, ce processus en place, si je me contente de faire mes exercices, de suivre le processus, ça va aller de mieux en mieux. J'ai pas besoin de faire tout parfaitement du premier coup. Il faut juste que je fasse un petit peu régulièrement. Et c'est toujours mon motto, n'est-ce pas, mon slogan, un petit peu régulièrement. Un petit peu souvent même. Et du coup, voilà. Et je me suis dit, ok, voilà, c'est bon. J'ai pas besoin que ce soit parfait, j'ai pas besoin que ce soit bien fait même, mais il faut que je le fasse. Et ça m'a un peu débloqué et j'ai réussi à surmonter cette peur, cette anxiété de se lancer dans la tâche. Alors, je ne sais pas du tout si c'est lié à ce que tu disais, à la question que tu me posais. C'est ce que ça m'a inspiré en tout cas. Effectivement, t'as pas parlé de procrastination, donc si ça se trouve, tu vas me dire, ouais, Clémence, tu me réponds complètement à côté de la plaque. Mais je pense qu'il y a quand même des pistes intéressantes là-dessus, parce que pourquoi t'anticipes pas en fait? Pourquoi tu dis oui, il y a des problèmes d'organisation, un truc un peu trop chargé? Bon, ça, c'est quelque chose que tu peux explorer aussi. Mais pourquoi est-ce que tu n'anticipes pas? Bah, il y a peut-être un peu de cette anxiété justement derrière, un petit peu de ce rush d'adrénaline de la dernière minute, un peu, voilà, un petit peu de cette habitude, un petit peu de ce perfectionnisme, un petit peu, voilà. Donc je me dis qu'il y aura peut-être des pistes quand même à explorer dans tout ce que je raconte, même si c'est pas la procrastination. Ok, question suivante. Alors, question suivante, c'est pas une question, mais c'est un truc dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, parce que c'est une citation que j'ai vue dans un email de Emma Thompson, qui est une coach perte de poids que je suis, que j'aime beaucoup, qui est une coach même plus de relations avec la nourriture. Et elle parle beaucoup aussi de sujets de pleine conscience et de bien-être et tout ça, de choses qui m'intéressent beaucoup. Et dans son email cette semaine, elle a parlé elle a partagé une citation que je vais vous traduire, qui est que on accumule de la rancœur lorsqu'on a des attentes irréalistes des autres et de leur comportement. Et je me suis dit, ça c'est vrai, ça me parle beaucoup et j'ai envie de le partager avec vous. J'ai envie de développer un petit peu cette idée avec vous. Parce que c'est quelque chose que j'avais déjà pas mal en tête, que la majorité de notre souffrance vient de nos attentes. On s'attend à ce que la vie soit d'une certaine manière, elle ne l'est pas, on est déçu, on est frustré, on trouve que c'est injuste. Si par exemple on s'attend à ce qu'il fasse beau le jour de notre mariage, on va être terriblement déçu s'il pleut un peu. Mais si la météo avait prévu une tempête de neige le jour de notre mariage, on sera peut-être soulagé de voir que c'est qu'un petit peu de pluie. Donc en fait, tout dépend de notre perspective, tout dépend de ce cadre qu'on s'est créé dans nous-mêmes avec nos attentes, avec notre idée de ce que la vie doit être et de la façon dont on perçoit ce qui se passe en réalité. Et je pense que c'est notamment vrai dans nos relations avec les autres. Et je vous recommande de garder ça aussi en tête d'ailleurs, et vous le verrez partout. Donc j'avais déjà parlé de ça, dit cette phrase tout à l'heure en parlant de la procrastination, mais c'est exactement ça aussi. Dans ce cas-là, vous allez voir que à chaque fois
qu'on souffre à cause des autres, c'est simplement parce que leur comportement ne correspond pas aux attentes qu'on s'était fabriquées, nous, tout seuls, dans notre tête, en fait. Dans notre tête, on a mis des cases, on a mis des gens dans ces cases, et on s'est dit, cette personne-là doit agir comme ça, et j'ai cette attente-là de cette personne, et si ça dévie un petit peu de ce qu'on s'était fabriqué dans notre tête, on est déçu, on est frustré, on est en colère, on comprend pas, et voilà. Or, on ne peut pas changer les autres, on ne peut pas contrôler leurs actions, leurs comportements. Ils ont tout leur vie intérieure qui est complètement différente de la nôtre et dont on ignore tout. Et forcément, leurs comportements ne vont pas correspondre toujours à ce qu'on veut d'eux. La seule chose sur laquelle on peut influer, oui, la seule chose sur laquelle on peut influer, c'est nos attentes, c'est revoir nos attentes, revoir comment on perçoit les comportements des autres et comment on y répond. Et bien sûr, les limites aussi qu'on pose par rapport à ce qu'on accepte comme comportement. C'est aussi super important. Ça devient du coup un choix conscient de ne pas laisser les comportements des autres perturber notre paix intérieure. Parce que on est en contrôle de ça, en fait. On a plus de pouvoir une fois qu'on se rend compte de ça. Donc quand quelqu'un vous frustre ou vous déçoit, vous pouvez prendre un moment pour vous demander, ok, quelles attentes est-ce que j'avais de cette personne? Est-ce que ces attentes étaient justifiées? Est-ce qu'il y a une façon de revoir ma perception de ce comportement? Est-ce que il y aurait des limites à poser aussi? Est-ce que tout ça peut être fait sans perturber ma paix intérieure, en réalité? Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Je suis sûre que vous avez des exemples qui vous viennent en tête de quelqu'un qui agit d'une façon qui vous a fait un peu, qui vous a fait de la peine. J'ai en tête, par exemple, un parent qui ne vous a pas donné l'attention dont vous avez besoin parce que vous vous attendez à mais, enfin, je veux dire, quand on est enfant, bien sûr, c'est aussi un peu différent, mais je vous parle de vous, là, maintenant, à l'âge adulte. Si un de vos parents ou un ami ne vous donne pas l'attention que vous estimez être en droit de recevoir, est-ce que vous pouvez revoir vos attentes par rapport à ça et vous dire, est-ce que c'est légitime de m'attendre à avoir de l'attention de cette personne au vu de tout ce que je connais d'elle, de tout ce que notre relation a déjà été? Est-ce que il n'y a pas un changement de perspective que je pourrais avoir? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des limites à poser avec cette personne et lui exprimer mon ressenti? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, voilà, de gérer tout ça et de reprendre un petit peu le pouvoir sur cette frustration et de ne pas juste dire cette personne m'a déçu, cette personne est mauvaise, cette personne, voilà. Et parce que le fait de mettre la culpabilité sur quelqu'un d'autre et la responsabilité de votre paix intérieure sur quelqu'un d'autre, ça vous enlève un peu tout votre pouvoir, ouais. Donc voilà, une chose comme ça à considérer aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile. Je vais arrêter cet enregistrement avant que mon ordinateur ne décède, ce qui ne saurait tarder. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de continuer à m'envoyer vos super questions et j'espère vous retrouver très très vite. Merci beaucoup pour votre écoute. Bye bye.